Bonjour, c'est Enya Barou, bienvenue sur Cinécran. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. C'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est un film que j'ai écrit pour rendre hommage à ma grand-mère, justement, parce que moi j'étais très proche de ma grand-mère. On avait une relation vraiment très fusionnelle, un peu comme Marie et Anna dans le film. Et voilà, et ma grand-mère, elle a eu une longue maladie exactement comme Marie. Et elle a eu une fin de vie assez triste, en fait, pas du tout à son image, parce que c'était quelqu'un de très joyeux, très autonome. Et voilà, elle avait besoin de personne, elle vivait toute seule, elle s'occupait d'elle toute seule. Et je l'ai vue dans sa fin de vie assez diminuée, ça m'a beaucoup marqué. Et donc quand elle est partie, je me suis dit j'ai envie d'écrire un film sur elle pour lui rendre hommage. Et j'ai envie de lui écrire un film qui corrige cette fin de vie et de lui offrir une fin de vie plus à son image. Donc voilà, et de le traiter par le rire aussi, parce qu'elle avait beaucoup d'humour. J'avais besoin de me réconcilier avec cette période qui a été compliquée, ouais. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'aurais aimé que ça se fasse plus vite, mais en réalité, ça a mis du temps parce que le sujet est un sujet délicat, parce que moi j'avais besoin de mûrir cette histoire aussi, qui est un peu personnelle. Donc voilà, et puis le temps de prendre confiance en soi aussi, je crois, pour faire un long métrage, c'est bien. Ah, t'es là, toi? T'aurais pu prévenir. Moi, depuis quand je préviens quand je viens te voir? Salut. Salut. Anna. Moi, c'est Rudy. Je suis... Et Anna, Ouais. ta grand-mère, elle veut aller en Suisse. Moi j'avais peur à la base de m'attaquer à ce sujet-là, parce que j'avais peur de ne pas être très légitime, que les gens se disent mais c'est qui cette meuf de 32 ans qui parle de suicide assisté alors qu'elle l'a jamais vécu et qui en plus en fait une comédie. Je me suis dit vraiment j'ai peur que les associations ou même les gens concernés par cette loi me prennent pas au sérieux. Et il se trouve que les associations qui se battent pour cette loi m'ont pris au sérieux dès le départ et ça c'était vraiment chouette et bienveillant. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que je crois amener un objet qui n'est pas moralisateur et qui ne dit pas aux gens exactement voilà, vous devez être pour ou contre, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Moi, je raconte ce que j'aurais aimé pour ma grand-mère et surtout, je raconte une histoire de famille sur laquelle je crois on peut se projeter, qui permet d'ouvrir le débat et qui permet de sortir plein de tabous de sous le tapis, quoi. Et j'ai l'impression que c'est une étape qui manque entre le fait de ne pas être conscient de cette problématique de la fin de vie, de cette démarche du suicide assisté, du droit à mourir dans la dignité. Il y a ça, donc ne pas être conscient de ça. Il y a être militant et être dans un truc très politisé et se battre pour que ça existe. Et il y a un espèce de vide au milieu de gens qui n'arrivent pas à s'emparer de ce sujet parce que ce sujet est trop dur, parce que les termes sont violents, parce qu'en fait ça fait peur. Et parce que dans notre société, la mort, la maladie, la fin de vie, c'est des sujets tabous. Et donc en fait, j'espère que ce film vient se mettre au milieu, c'est-à-dire juste faire le pont entre le fait de ne pas vouloir en entendre parler et le fait de devenir militant, c'est-à-dire juste déjà d'ouvrir la discussion et d'ouvrir le débat. Tu vas aller faire en Suisse? Bah, c'est exactement ce que je lui demande. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? Il y a certaines personnes qui ont refusé ce film, qui l'ont vu effectivement et qui sont très intéressées de savoir ce que je vais faire ensuite. Et c'est rigolo, je trouve que voilà, il y a un truc marrant où d'un coup, quand on fait un film et que tout le monde le voit, c'est vrai qu'on a, on a des gens qui apparaissent et qui vous disent ah bah pour le prochain, ça m'intéresserait de le lire. Et je suis pas revancharde, mais j'ai quand même ce truc de me dire j'oublie pas les gens. J'ai pas envie de me concentrer sur les gens qui m'ont dit non, mais par contre, j'oublie pas les gens qui m'ont dit oui. Et je pense que c'est sur eux qu'il faut se concentrer pour la suite. Mon producteur, déjà, Yves Darondeau et Martin Darondeau, qui est mon binôme que j'ai rencontré à l'école, avec qui je fais vraiment tout. On a fait nos courts-métrages ensemble, on fait Fleur Bleue ensemble, il a coécrit mon film. Enfin, c'est vraiment mon ami et on se soutient vachement dans cette démarche. Tous les deux, on rêve de faire des films. On s'est rencontrés à l'école, donc l'école de cinéma. Donc c'est vraiment notre passion. Je crois que donc, déjà d'avoir dans mon bateau Martin qui y croyait depuis le début, ça c'était super. Ensuite, c'est Yves Darondeau qui est mon producteur, qui lui a été le premier, on va dire, monsieur du cinéma, dont c'est le métier vraiment et qui a plus d'expérience que nous, qui y a cru. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, la vraie bascule, ça a été d'avoir notre distributeur, Zinc, et Jérôme Milal en particulier, que j'ai rencontré à un moment où vraiment tout le monde nous avait dit non et personne ne voulait faire ce film. Et lui, on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de ma grand-mère, de cette histoire, de ce sujet, de comment je voulais le traiter. Et il y a cru, il m'a dit, moi j'ai envie d'y aller. Allons-y, quoi. Et c'est la première personne à avoir mis de l'argent sur ce projet, alors que franchement, on n'y arrivait pas, quoi. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. En fait, je sais pas si ça aurait pu être si simple si on n'avait pas été amis, justement. Je suis arrivée avec cette histoire qui était très personnelle, où moi, j'avais mis beaucoup de mois et j'avais fait une version 1 du scénario toute seule pendant presque 1 an. Et ensuite, je l'ai contacté pour qu'il le lise et qu'il mette sa patte. Et je crois que il savait que je lui faisais confiance, il savait que c'était parce qu'on était amis aussi que j'avais envie que ce soit lui. Et ensuite, un troisième scénariste est arrivé qui s'appelle Philippe Barrière. Et donc là, ça a été vraiment Martin et moi. Moi, j'avais l'aspect émotionnel et personnel du récit. Et voilà, et j'étais garante de
de mon histoire, de ce que je voulais raconter. Martin venait essayer de m'aider à amener de la comédie là-dedans, parce que Martin et moi, on rigole de tout et on a cette envie d'écrire des choses drôles. Et Philippe Barrière, vraiment, c'était un peu notre master, quoi, qui, lui, son métier, c'est d'analyser les scénarios, de voir quelles sont les failles, est-ce que la structure fonctionne. Et donc, c'était un peu notre garde-fou pour s'assurer d'avoir une structure qui marche et des personnages auxquels on croit. Et je crois qu'à nous trois, ça a été génial. En fait, moi, ça a été vraiment un besoin de l'écrire seul pendant 1 an pour y mettre ce que je voulais y mettre et garder les choses, voilà, pouvoir montrer aux autres, ça, c'est ce que je veux absolument. Ouais, exactement. Ça ne bougera pas, je veux raconter ça me fait du bien de raconter ça. Et après, ça m'a fait du bien de le lâcher et d'avoir un regard extérieur et d'avoir des gens qui n'ont pas d'affect avec le sujet et qui peuvent se permettre de tordre l'histoire dans tous les sens. Parce que eux, c'est pas leur histoire et eux, ils pensent à la fiction, ils pensent au spectateur, ils pensent à comment être le plus drôle, le plus touchant. Donc c'était génial, en fait, c'était trop bien. J'ai reçu l'appel d'un notaire. Il faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? J'ai une famille qui est très ouverte, dans laquelle on discute beaucoup, mais pour autant, dans des moments de drame, dans des moments de fin de vie de ma grand-mère, dans ces moments-là de maladie, tout ça, il y a quand même des tabous qui persistent et des choses qu'on se dit pas. Et ça me touche beaucoup dans les familles et dans la mienne, la manière qu'on peut avoir de se dire qu'on s'aime, mais de manière maladroite et qu'on ne sait pas se le dire, en fait, parfois. Et je trouve que de voir des gens... comment dire, de voir des personnages apprendre à se dire qu'ils s'aiment et essayer justement de briser leurs barrières de pudeur. Je trouve que c'est super touchant et je crois que ça parle à tout le monde parce qu'on a tous eu ça avec un membre de notre famille. Donc ouais, pour moi c'était hyper important de parler d'une famille qui était un peu dysfonctionnelle mais sans dire, c'est pas une famille qui est complètement barrée. En fait c'est une famille comme tout le monde, j'ai l'impression que c'est une famille, moi je la connais cette famille quoi. C'est un peu la mienne, c'est un peu celle de mes copines, c'est un peu voilà, celle de tout le monde. Donc je crois que c'était important de parler de famille et de tabous, de non-dits et de montrer qu'il faut communiquer en fait. Et puis d'essayer de raisonner autrement que par son propre prisme, de se dire en fait voilà, la fin de vie de quelqu'un, c'est la fin de vie c'est triste pour nous, mais il faut écouter en fait l'autre. Il faut être à l'écoute des souffrances des autres en fait. Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Pour moi, Bruno, il sait très bien les problèmes qu'il doit affronter, mais il ne veut pas les affronter parce que c'est plus confortable de rester dans sa position d'ado attardé. Et je crois que ça me touche beaucoup. Le fait de pas, de faire semblant d'être trop immature parce qu'on ne veut pas voir la réalité, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas affronter l'adolescence de sa fille, la maladie de sa mère. Et voilà, donc ça me touche beaucoup chez ce personnage. Salut Camille, c'est Bruno. Ouais, je sais qu'il doit être très tôt à Rio là, mais c'était juste pour te dire de surtout pas te prendre la tête. Je vais pouvoir rembourser la banque très rapidement maintenant. Je suis sur un très gros coup, je vais rencontrer des investisseurs en Suisse là. On est sur la route et ça sent très très bon. Chez Juliette, chez Anna, c'est sa maturité qui me touche. Je crois que c'est vraiment justement cet âge de l'adolescence où on est entre l'enfance et l'âge adulte et où on a un corps et peut-être un physique juvénile, ce qui était mon cas. Moi, quand j'avais vraiment 18 ans, j'en faisais 15 quoi. Et pour autant, elle comprend des trucs et elle a un point de vue sur les choses qui parfois est plus mature que son père. Et voilà, je trouve que c'est cette schizophrénie un peu qui moi, me parle. Ah, il y a Anna qui arrive. Tu veux dire un petit mot à ta mère? Elle t'embrasse très fort. Salut. Chez Marie, je dirais sa détermination, sa résilience, le fait qu'elle sait ce qu'elle veut et en fait, elle a décidé pour elle-même et même si elle aime très fort sa famille, elle ne changera pas d'avis. Ça me touche beaucoup. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous ne pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Chez Rudy, je dirais sa non-conscience de son talent, quoi. C'est-à-dire que il n'a pas confiance en lui à un endroit où il ne se rend pas compte. En fait, il est super doué. Pour cette dame, il va être la clé il va être la clé du film, quoi. Et donc, en fait, lui, il a l'impression que tout le monde le trouve nul. Et en fait, il est trop fort. Il est super. Vous savez, votre travail, ça va peut-être s'arranger. Ouais, je crois pas, hein. Vous savez, moi, tout ce que je touche, ça se transforme en bordel un peu. Hein. Hélène Vincent, elle a dit oui 5 ans avant le tournage. Donc en fait, vraiment, Hélène, c'était ma première idée. J'étais fan d'Hélène Vincent depuis toujours. Je trouvais qu'elle ressemblait à ma grand-mère. Donc j'avais vraiment une fixette sur Hélène Vincent. Et ensuite, entre le moment où elle a lu et elle a dit oui, il y a eu 5 ans de financement. Elle avait déjà fait quelques heures de printemps, ouais, exactement, de Stéphane Brisé. Donc je savais en lui proposant qu'elle était OK sur ce sujet-là. En tout cas, j'avais lu qu'elle était assez militante pour cette démarche de fin de vie. Donc Hélène a dit oui. Ensuite, j'avais Hélène et Pierre en tête. Pierre, j'avais travaillé avec lui, j'étais assistante mise en scène sur les Tuches 2 et 3. Et je l'avais rencontré à l'époque, il avait suivi justement mes courts-métrages et tout. Et il me disait tout le temps, si un jour tu fais un long, j'aimerais bien le lire. Et c'était donc des années plus tard, je lui ai fait lire ce film, il m'a dit oui. Votre
Pour celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles, et l'autre là qui comprend rien toute la journée, là. C'est les plus belles vacances de ma vie. Il y a eu Hélène et Pierre. Et puis ensuite, il y a eu la recherche assez longtemps du père, enfin du fils de Hélène Vincent. Et j'ai vu la série d'Argent et de sang. J'ai découvert David Ayala, que j'ai trouvé absolument fabuleux. Je me suis dit, mais pourquoi je le vois pas plus dans des longs métrages, dans des premiers rôles? Ce mec, il est incroyable. Donc voilà, ce fut David Ayala. Et Juliette, c'est la seule qui a passé un casting parmi, je pense, 35-40 jeunes filles. Et je veux dire, je pensais prendre une autre personne. En fait, je m'étais fait une fixette sur quelqu'un d'autre. Et j'avais fait un casting en me disant, il faut faire un casting, de toute façon, c'est obligatoire, mais je sais qui je vais prendre. Et Juliette est arrivée et elle a vraiment... ouais. Elle a remis en question toutes mes certitudes, c'était fou, elle est trop forte. Ma carte bleue passe pas. Comment ça? Je sais pas, pourtant j'ai de l'argent dessus. Ça fait 2 fois que j'essaye, là, c'est trop chiant. Je crois pas. Les banques. Putain, les banques. Genre n'importe comment. Je me prête 10 €. Quoi faire? Pour acheter un truc. Mais quel truc? J'ai l'impression d'avoir travaillé de manière individuelle dans le sens où chaque acteur a sa manière d'appréhender le travail et voilà, il y a des acteurs qui vont avoir besoin de plus de prise pour se mettre dedans, d'autres qui vont être à fond dès la première, d'autres qui vont être beaucoup plus sur le texte. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Pour moi, j'ai l'impression que ce serait une erreur de vouloir diriger tout le monde dans la même direction. Le socle de base pour pouvoir travailler avec eux individuellement, c'était quand même qu'il y ait cette connexion entre eux et qu'on y croit. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, Hélène et Pierre se connaissaient déjà du film de François Ozon. Pierre et David se connaissaient du film d'Emmanuel Courcol. Donc en fait, quand ils se sont retrouvés, ils étaient trop contents de se retrouver, ils s'aimaient déjà beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une chance que j'y suis pour rien, mais j'ai de la chance. Juliette s'est intégrée à ce groupe de manière absolument directe. Tu vas t'acheter encore des conneries? Je t'avais dit de mieux gérer ton argent, toi. C'est vrai que toi, tu gères vachement bien, hein. Bon, tu veux t'acheter quoi? Mais rien Ah ouais? Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. T'es vraiment trop chiant, c'est pas possible. Oh, on se calme là. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est vous êtes une experte en communication, vous, hein? Je trouve que des acteurs viennent avec des propositions et après, on essaye de les guider vers ce qu'on cherche comme intention, mais j'ai pas l'impression de les diriger. Et je me disais, eux, qu'on travaille avec des metteurs en scène aussi grands, et moi, je suis là, j'ai 32 ans, comment je dirige des gens comme ça? Comment je dirige Hélène Vincent, Pierre Lotin, enfin bref. Et en fait, j'ai compris que je crois que c'est plus en tant que réalisatrice, on a confiance en soi et on sait ce qu'on veut, plus les acteurs donnent parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est sûr en face. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour un acteur d'avoir quelqu'un qui tâtonne et qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Et quand j'ai compris ça, au bout de quelques 4 jours, j'ai commencé à être très sûre de moi, à dire on va refaire ça, on va faire ci, et vraiment à pas lâcher quoi, et à pas prendre en compte forcément la notoriété que peuvent avoir ces acteurs qui pouvaient m'impressionner quoi. J'ai un peu travaillé différemment avec chacun. Mais bon, en vrai, franchement, je vous jure, d'avoir des acteurs aussi doués, c'est un cadeau parce qu'en réalité, ils font quand même 70% du... Ouais, franchement, vraiment. Pierre, par exemple, vraiment, il a toujours plein de propositions et il propose des choses vraiment différentes. Il va toujours faire ce qu'on lui demande, ce qui est écrit, et après, il va toujours proposer autre chose et des choses parfois vraiment complètement différentes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et moi, je trouve ça génial, en fait, j'aime beaucoup... j'ai besoin, pour me rassurer, d'avoir ce que j'ai imaginé. Ça c'est sûr. Et donc je disais tout le temps, il me proposait quelque chose et je disais alors on fait ma version et après on fait la tienne et moi je choisirais quoi. Et au montage j'ai gardé plein de choses que Pierre a improvisées, même David, Juliette, Hélène, mais c'est vrai que Pierre il a plus cette capacité d'improvisation, enfin ils ont tous cette capacité mais Pierre le fait beaucoup quoi, c'est instinctif chez lui et je le remercie parce que dans le film il y a des choses qu'on a gardées qui viennent vraiment de lui quoi. Au-dessus des vieux volcans. Et puis ça best life là. Sous le tapis du vent. C'est quoi ça? Ça? Ah, mais ça c'est Lennon, c'est mon rat. Moi, je voulais tourner en vrai, sur la route, quoi. Je voulais vraiment rouler avec ce camping-car et j'étais convaincue de mon truc parce que je me disais, ok, quand on fait un premier film, je trouve qu'on a beaucoup de certitudes. On se dit, c'est comme ça que je veux faire et je suis sûre de moi parce que j'ai vu qu'un tel, il avait fait comme ça. Et en fait, je m'étais dit, voilà, moi, Little Miss Sunshine, par exemple, ils ont vraiment tourné dans ce camping-car. Je veux vraiment tourner dans ce camping-car. Je veux que les acteurs suent. Je veux qu'on sente qu'on est serré. Je veux qu'on sente la réalité du truc. Et puis, j'ai fait des repérages et j'ai pris un espèce de minivan pendant des semaines pour aller faire le tour du sud de la France pour trouver nos décors. Et il faisait une chaleur au mois de mai. Et je me suis dit, mais en fait, on a commencé à m'expliquer que bloquer des routes, ça allait être compliqué, que avoir de la figuration de voiture sur une route bloquée, ça allait coûter cher. En fait, j'ai compris d'un coup toutes les contraintes et je me suis dit, ok, il y a quelque chose que je voulais absolument pas faire, qui était de tourner sur des écrans LED, donc faussement, quoi, en effets spéciaux, et je voulais pas. Et en fait, on a fini par faire ça.
Et c'était la meilleure décision, mais vraiment, parce qu'on a pu... En fait, ça nous a permis de nous reconcentrer sur la comédie, sur le sujet, sur les scènes qu'on devait faire et pas sur la technique. Je crois que si on avait fait autrement, la technique aurait pris le pas sur le récit et sur le jeu des acteurs, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de faire tout ça. On avait 25 jours de tournage, donc en fait, les séquences de rouling, quand Pierre conduit le camping-car, on en a fait en une semaine, tout était plié, quoi. C'est plein de surprises à un film, parce qu'en fait, on se dit, je ferai jamais ça comme ça, et puis on est face à la réalité budgétaire, puis aussi même du confort des comédiens, de se dire, mettre 4 acteurs dans un camping-car sur des routes sous 40 degrés, est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et en fait, non. Quand j'ai vu le montage, moi-même, je me disais, mais ça aurait été tellement une erreur de faire autrement. Donc je crois que ce qui est chouette, et c'est Martin qui dit beaucoup ça, il dit tout le temps de la contrainte naît la créativité, et moi je déteste la contrainte. C'est vrai que faire un film, c'est que des contraintes. Faire un premier film en plus avec un petit budget, c'est beaucoup de contraintes. Et moi ça m'agace. Quand on me dit non, je suis hyper agacée, et j'ai du mal encore à... J'ai appris sur ce film à essayer de prendre du plaisir, à me dire ok, on me dit non, donc il faut que je trouve une idée. Et j'ai appris ça, et c'est bien. Voyage, voyage. J'oublie les médicaments, je confonds les patients, enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Dom Lanena, qui est une grande compositrice, moi que je suis hyper heureuse d'avoir découverte. Je l'ai découverte dans le film de Julien Carpentier, La vie de ma mère. Elle a fait la BO de ce film que j'ai vu au cinéma, et quand j'ai entendu sa musique, je me suis dit ok, ça faisait des mois que je cherchais qui prendre pour faire la musique de mon film, et en fait j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je voulais. D'ailleurs Dom pourrait en parler, j'ai beaucoup de mal à communiquer ce que je cherche musicalement, donc c'est un peu des discours de sourds entre elle et moi, mais on a réussi à se comprendre au final. Et voilà, et j'ai entendu sa musique, je me suis dit ok, c'est inexplicable, mais c'est ça que je veux. Et je l'ai contactée, elle a dit oui, et en fait elle a fait une bande originale qui est vraiment absolument parfaite pour le film. En fait l'idée c'était d'accompagner le récit au mieux, c'était de ne pas être dans le pathos quand c'est triste, ni de souligner le gag quand c'est drôle. Et en fait, elle a créé une musique qui est tellement subtile et qui accompagne, que moi je trouve vraiment parfaite, donc je la remercie. Et puis Voyage, voyage, ça a été des longues discussions. On voulait une chanson, on en parlait avec Martin et mon producteur Yves, on se disait, on veut une chanson un peu qui résonne un peu kitsch, un peu années 80, que tout le monde connaît, mais qu'on a un peu oublié, qu'on a envie de remettre un peu à la mode aussi. Donc on est passé par plein de musiques différentes. Puis à un moment, je me suis dit, tiens, moi je crois que je suis tombée sur Voyage, voyage, et je me suis dit, ok, c'est ça. Et mon producteur m'a dit, je déteste cette chanson, si jamais tu arrives à me la faire aimer dans le film, c'est que le film sera réussi. Et à la fin, il m'a dit, j'aime bien. Donc c'est cool et j'aime beaucoup. Et il y a une reprise à la fin du film sur le générique de Barbara Pravi, de Voyage, voyage. Regardez, depuis qu'on est parti, Ouais. vous vous en sortez très bien. Ouais, mais avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà, vous pouvez le dire. J'ai été assistante mise en scène, j'ai été stagiaire sur des tournages, dans des bureaux de prod. Je crois que toutes les expériences que j'ai vécues, finalement, c'est comme un espèce d'énorme sandwich, et au moment de le servir, ça a été le long métrage, quoi, vraiment. C'est franchement, j'ai appris de dingue, quoi. Et ce que j'ai appris en tant qu'assistante mise en scène m'a donné des armes pour être comédienne, ce que j'ai appris en tant que comédienne m'a donné des armes pour être réalisatrice. Donc en fait, vraiment, tout est complémentaire, et surtout, d'avoir fait tout ça, ça m'a permis aussi de pouvoir faire d'autres choses quand mon film se faisait pas, où ça mettait du temps à se faire, parce que faire un long métrage, c'était très long. Et en fait, de pouvoir quand même travailler dans ce milieu-là qui me passionne, et d'être toujours confrontée ou en connexion avec le monde du cinéma, sans forcément tout de suite faire un film, quoi. Donc ouais, c'était trop bien. Quand j'ai fait des courts-métrages, souvent j'étais déçue du résultat. Je me disais c'était mieux à l'écriture, ou si on avait plus de budget, on aurait fait ça, ou si on avait plus de temps, machin. Et là, vraiment, quand je vois le film, je me dis, mais c'est la première fois que je me dis ça, et en plus, c'est même pas de manière prétentieuse. Je me dis vraiment, c'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Je suis trop fière, en fait. Je suis trop fière de mes acteurs, je suis trop fière voilà, du travail de mon chef opérateur, de la musique, de tous les postes de ce film qui ont amené leur univers dans le mien. Je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, du coup, c'est pas très grave. Je pense que vous vous sous-estimez, Rudy. Vos parents doivent être drôlement fiers de vous, non? Vous savez, être auxiliaire de vie dans une famille de médecins, c'est un peu comme être le petit gros dans une famille de sportifs. C'est un projet qui est tellement intime et qui m'a pris tellement d'énergie, tellement de temps, que j'ai envie presque d'avoir autant de passion avec mon deuxième sujet, quoi. Et je veux pas me précipiter, parce que j'ai l'impression que plus on est sincère dans ce qu'on raconte, plus ça nous tient à cœur à nous, plus on arrive à le transmettre aux spectateurs. Et donc je crois que j'ai pas envie d'aller trop vite. Donc je vais trouver le bon sujet. Ah, il est carrément mort, le camion.
On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. Hein. Je pensais que ça allait soulever plus de débats que de témoignages. Et en fait, étonnamment, beaucoup de gens sont pour cette loi. Et donc, en fait, il n'y a pas tant de débats. Il y a beaucoup de gens pour, mais il y a beaucoup de gens qui témoignent de leurs histoires personnelles. Et ça, je ne m'y étais pas préparée. Et c'est vrai que c'est très touchant parce qu'en fait, j'ai plein de gens qui me racontent leurs histoires. Et bah, il faut se blinder un peu parce qu'en vrai, ça fait beaucoup de gens par jour. Ça fait à peu près des salles de 200 personnes tous les jours pendant 2 mois. Et il y a des témoignages très, très beaux et très, très durs aussi. Et donc, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de parler de ces sujets-là. Et ça, on le voit. Et c'est très touchant de se rendre compte que moi, à mon tout petit niveau, j'ai fait ce film parce que moi, c'est mon rêve de faire du cinéma. Et en fait, ça va toucher des gens qui vont, ça va résonner dans leurs histoires personnelles et ils vont en parler dans une salle au micro avec d'autres gens qui vont leur répondre. Et on discute tous ensemble de ces sujets qui, pour moi, sont justement super tabous. Donc c'est génial.